Donc, faut pas croire que la douane, c'est un espèce de mur, Une boîte noire. voilà, une boîte noire où rien n'est contrôlable et tout. Non, non, il y a des lois. C'est-à-dire, ok, bah, si tu me parles comme ça, moi je démissionne. Tu vois, c'est le sang chaud des Algériens et tout. Ouais. C'est pas des trucs qui se font, quoi. L'Algérie, elle est là, l'opportunité de tous ces problèmes, c'est qu'en fait, c'est un marché qui n'est pas du tout concurrentiel. Et moi qui ai connu les Émirats, beaucoup de Franco-Algériens qui arrivent en Algérie en se disant, moi je viens de France, je sais, j'ai l'expérience, machin. Et puis le jour où ça marche pas, bah, c'est eux qui n'ont rien compris, quoi. Non, non, calmos. Calmos, c'est toi qui viens de l'étranger, dans un pays que tu ne connais pas professionnellement. Déjà, le plus gros mythe, c'est la fameuse légende des généraux. Ouais. Celle-là, elle est incroyable. Ah, d'accord. Tout le monde pense que généraux, je sais pas quoi, tiennent le pays et que pour faire du business, il faut être connecté à Alors, Miloud, entrepreneur en Algérie, on commence par la fin. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici en Algérie exactement? Alors, donc moi, je suis ici depuis 2017. D'accord. 2017, avec un parcours un peu à l'étranger, etc. Donc, depuis 2017, en Algérie, j'ai lancé une usine de production de lampe LED. D'accord. Donc, c'est une lampe fabriquée en Algérie qui est disponible aussi en France, qui s'appelle la marque, c'est Luxiled. Donc, on a cette usine depuis 2017. Aujourd'hui, c'est à peu près une cinquantaine d'employés avec un bureau commercial à Alger, un site de production qui est à Médéa, enfin 1 heure et demie d'Alger. Et voilà ce que je fais. Donc, je gère cette boîte principalement. Et plus récemment, j'ai lancé une nouvelle boîte qui fait l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, qui s'appelle Bornelec. Donc voilà. Donc en gros, je suis ici pour entreprendre, notamment dans le secteur un peu industriel. D'accord. En grosso modo, ça fait à peu près 6 ans, c'est ça que Ouais, 6 ans et demi. tu entreprends en Algérie. Ouais. Et la société compte à peu près en nombre de salariés pour Une cinquantaine là. une cinquantaine. Ouais, ouais. D'accord. Cinquantaine de salariés. Et si j'ai bien compris, maintenant on va revenir sur ton parcours initial, mais on précise d'entrée de jeu, c'est ta première expérience en tant qu'entrepreneur. Ouais. La première, tu t'es Exactement. lancé en Algérie, freestyle, en mode, c'est comme le dicton, on dit, ouais, l'entrepreneur, ça fait qu'il jette par, tu sais, des haut du falaise, et après il improvise comment il va Ouais, aller. c'est ça, c'est exactement ça, en fait. C'est ce que j'ai pensé avec du recul. C'est vrai que c'était risqué, d'accord? Algérie, machin et tout. Bon, après, l'Algérie, je faisais un peu de business avec l'Algérie, de mes anciennes expériences professionnelles, Ouais. en tant qu'employé, donc qui développait la région un peu Afrique du Nord. Donc, c'est pas une région qui est complètement inconnue pour moi, au niveau de leur business. Par contre, effectivement, c'était un peu risqué de se lancer ici. Et mais bon, comme tu viens de le dire, le mieux c'est de se lancer et de se débrouiller derrière. C'est brûlé. Voilà. Et alors justement, c'est quoi ton parcours quand toi, en résumé, tu as commencé en France et voilà, comment tu as évolué jusqu'à, pour savoir un petit peu, pour mettre un peu dans le contexte. Alors, à la base, donc, moi, je suis sorti d'école, d'une formation d'ingénieur en 2004, c'est ça. Et j'ai enchaîné directement avec une expérience en Égypte pour le compte du ministère des Affaires étrangères français. T'es sorti de formation en rapport avec ce que tu dois avoir. Télécommunication électronique. D'accord. Voilà. Donc, c'était assez proche dans l'industrie. Ouais, ouais. D'accord. Donc, j'avais un poste un peu technique en Égypte, où j'étais chef de projet, en fait, un projet un peu télécommunication, etc. Une fois que ce projet s'est fini, donc à peu près 2 ans et demi plus tard, bah, je suis parti voir un ami un peu en vacances, un peu avant, puisqu'il me restait des jours de congé, avant la fin de ma mission. Je suis parti voir un ami qui travaillait à Abu Dhabi. Mhm. Et donc, je suis resté là-bas une dizaine de jours en vacances. Et c'est là-bas que j'ai rencontré un Français qui m'a proposé, enfin, que j'ai rencontré un peu par hasard. Ouais. Et il savait que j'allais partir d'Égypte et tout, et que éventuellement je serais intéressé pour un poste à l'étranger dans un autre pays. Et donc, il m'a proposé de bosser avec lui. C'était une société française qui fabriquait des compteurs gaz, électricité, cooling, donc eau froide, eau chaude, intelligent, d'accord, aux Émirats. Enfin, qui fabriquait en France et qui exportait là, c'était le bureau émiratif. Donc, je m'occupais ensuite du support technique sur la zone Golfe. D'accord. D'accord. Donc, c'était un bon premier boulot là-bas. Ensuite, j'ai évolué sur des postes plus commerciaux. Pour ensuite changer de boîte dans le même secteur pour une boîte suisse, un concurrent suisse. Je m'occupais un peu plus de l'aspect solution, donc c'était un peu plus intéressant. Et j'ai fini donc 11 ans aux Émirats, d'accord, avec une boîte américaine qui était dans tout ce qui était éclairage intelligent, etc. Donc, ok. Donc, c'est là où tu avais déjà un pied dans tout ce qui était éclairage. Ouais. Tu t'es un peu, t'as pris pas mal d'expérience là-dedans. Et un pied également
Sur la zone, j'imagine MENA, Ouais, exactement. voilà, Ouais. En fait, et Algérie. voilà, je m'occupais du Moyen-Orient Afrique. Mmh. Donc, Moyen-Orient Afrique, à un moment donné, on m'a demandé de développer un peu l'Afrique du Nord. Mmh. Donc, moi, je suis allé de l'Algérie, je suis allé au Maroc. Ouais, D'accord. Et au d'accord. final, le business, il était plus en Algérie qu'au Maroc, avec notamment l'armée, etc., etc. Donc, on a eu quelques projets avec eux. Mmh. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme. Le cycle de vente était tellement court. Je me suis dit, c'est là qu'il faut investir. J'ai proposé ça à ma boîte d'ouvrir un bureau en fait en Algérie pour gérer l'Afrique, Mmh. notamment l'Afrique francophone. C'est une boîte américaine, donc ouais, comment ça? Et puis il faut faire un visa, et puis et donc ah bon, ça professionnellement, ça me dérangeait, qu'ils veulent pas investir sur l'Algérie. Personnellement aussi, je commence à me poser des questions sur les Émirats, parce que c'est le pays où je veux un peu éduquer mes enfants et tout. Ce qui m'a poussé à euh, prendre une décision un peu radicale en me disant bon, mois de juin prochain, je pars et je fais la rentrée en Algérie avec les enfants parce que si vous voulez pas ouvrir une unité d'installation d'assemblage, de production d'éléments d'éclairage, et ben je vais la faire avec des partenaires et tout. On y allait avec des fonds propres, un terrain industriel de l'État, et puis après c'était parti. Je te dis, je me lance en Algérie parce que j'ai vu finalement tout le potentiel Ouais. et qu'il y avait quelque chose à faire et que tu avais en plus acquis une certaine expérience. Ouais, Tu exactement. as démarré en Algérie avec du coup un carnet d'adresses ou from scratch? Alors, un petit carnet d'adresses avec un associé en fait qui est vachement connecté sur tout ce qui est régulation, État, machin et tout. Par contre, après, le carnet d'adresses, on l'a développé en recrutant les bonnes personnes commerciales. Donc avec une stratégie de on paye plus que les autres, on paye un peu plus que les autres, mais par contre on va attirer ceux qui ont les plus gros carnets d'adresses qui vont nous faire gagner du temps. Et c'est comme ça qu'en fait on a eu un carnet d'adresses incroyable très rapidement quoi, de distributeurs. Ça, c'est top parce que tu n'es pas le premier entrepreneur que je vois en Algérie et je partage complètement cette approche-là de dire de payer au-dessus de la moyenne pour être sûr voilà, d'avoir les meilleurs éléments. Moi, ce que je faisais notamment à Dubaï, c'était de donner un fixe qui correspondait à la moyenne du salaire local et ensuite la différence en commission. Ouais. Et ça assurait une certaine efficacité alors, et motivation. Ouais, c'est ce que je fais aussi. Par contre, il faut savoir que les Algériens en général sont vachement attachés au fixe. Ouais. Et en fait, ils vont préférer avoir un fixe élevé et un petit variable plutôt que le contraire, mais même si ils savent que leur vente minimale va faire en sorte que leur salaire total va être plus important. En fait, il y a cet état d'esprit de la sécurité, le machin, qui est vachement important. Et aussi que l'idée que peut-être ton revenu final, il est indexé sur ta performance. Ouais. Ça peut être. Ouais, ça peut être. Ouais. Bah oui, mais carrément. Donc c'est pour ça que ça pousse à certaines négociations. Moi, il y a des commerciaux que j'ai recrutés avec un fixe qui est élevé et un variable qui est bas, mais tout en étant sûr que je le paierais moins que s'il acceptait le schéma inverse, quoi. Ouais. Parce que je veux dire, on a des clients, on a des distributeurs. Quand je prends quelqu'un qui va être commercial à l'ouest, je sais qu'il gagnera plus avec ce schéma-là, mais lui va me dire non, je préfère l'autre. Donc ça arrange tout le monde, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Et justement, on va dire, quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles tu as été confronté? Voilà, on va dire déjà les grosses difficultés, on va dire les trois principales. Ouais, alors les trois. Alors, il y en a une qui est. Alors, il y a les difficultés qui sont liées à l'Algérie et d'autres qui ne le sont pas. Ouais. Celles qui ne le sont pas, c'est clairement la gestion de la trésorerie. Ça, c'est international. Voilà, ça, c'est le nerf de la guerre, c'est ça. Donc ça, c'est la difficulté numéro une. En difficulté liée à l'Algérie, pour moi, il y en a deux principales. La première, c'est, on va dire, la supply chain. Donc, on ne contrôle pas du tout l'approvisionnement à partir du moment où il y a des douanes, il y a des lois qui changent souvent, il y a des inspecteurs qui interprètent la loi un peu bizarrement, etc. Donc, on est toujours dans l'incertitude
sur tout ce qui est programme de production, programme d'approvisionnement, etc. Et c'est dur à gérer ça. Parce que ça te pousse des fois dans des schémas où tu as 3-4 mois de retard de livraison sur un client comme Sonatrach. Et là, bah, tu payes des pénalités de retard. Alors malgré l'expérience, tu es toujours en proie à ces difficultés-là qui sont difficilement contrôlables. Alors, beaucoup moins. Je dirais, si je devais balancer un chiffre, aujourd'hui, je suis 10 fois moins exposé qu'il y a 5 ans. D'accord. Donc on apprend les trucs, on arrive à bien s'entourer, on arrive à bien gérer tout ça, mais ce n'est pas du hasard. Enfin, je veux dire, il faut savoir structurer ça. Et en fait, en structurant ça, on n'a aucun problème. Tu vois. Donc il ne faut pas croire que la douane, c'est une espèce de mur, une boîte noire, voilà, une boîte noire où rien n'est contrôlable et tout. Non, non, il y a des lois, c'est clairement défini. Il faut bien s'entourer, il faut bien faire ses déclarations, il faut avoir le bon transitaire avec le bon cabinet de conseil en logistique, etc. Donc tout ça, ça s'organise. Et puis le troisième problème que moi, je n'ai pas forcément aujourd'hui, mais que j'ai eu, c'est la gestion des ressources humaines en fait. Et ça, je pense que ce n'est pas propre à l'Algérie, ça existe dans beaucoup de pays, mais en Algérie, c'est plus problématique qu'en France ou aux Émirats Arabes Unis. À quel niveau ? En fait, il y a une culture du travail, et encore une fois, c'est une culture du travail comme une autre, donc elle se respecte, qui fait que la limite entre le personnel et le professionnel n'existe pas vraiment. Donc, on n'est pas en mode, quand on est en France ou aux Émirats, il y a le mode personnel et le mode professionnel. Et les deux ne se mélangent pas. Tout à fait. Et je ne vais pas avoir la même attitude quand je vais être chez moi en pantoufles ou alors quand je vais être en costume-cravate au travail. Il y a une espèce de schizophrénie, quoi. Voilà. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, les gens ne mettent pas de frontières. Donc, les collègues, on connaît les enfants, on connaît la famille. Quand ils vont venir le matin une demi-heure en retard, parce que dans sa vie, il est toujours une demi-heure en retard, et il ne se dit pas, non, le travail, c'est différent, il faut être ponctuel et tout. Les rendez-vous, c'est pareil. Hein. La façon de parler aux gens pendant les rendez-vous ici, elle n'est pas formelle. Il n'y a pas de façon formelle de parler, en fait. Ça reste fraternel, ça reste… rouilla, machin, on va manger une loubia ensemble après. Et ça, c'est bien. Hein. La culture, elle est comme ça, culture du travail. Par contre, ça peut être problématique quand on arrive avec un état d'esprit de professionnalisme, de non, faut pas qu'on parle comme ça à nos clients, il faut qu'on s'habille de telle manière et tout. Ça marche pas ici, quoi. Et ça, c'est un peu compliqué peut-être pour nous, mais c'est comme ça que ça marche. Et on en a un échantillon dans les commerces d'ailleurs. Dans les petits commerces. Ouais, c'est ça. Un petit échantillon. Voilà, les gens, des fois, te regardent même pas, ils te parlent bizarrement. Ouais, comme tu as dit, il y a les avantages et les inconvénients. C'est que les avantages, tu te retrouves dans des situations où, par exemple, tu vas acheter un produit et très souvent, ça m'est arrivé, où le type dit, vas-y, c'est pas grave. 120, vas-y, on arrondit à 100, plein de trucs comme ça. Donc, c'est vrai que tu as ce truc à la cool, quoi. C'est ça, ouais. Des fois, c'est bien. La frontière, il y a des avantages. Mais des fois, c'est quand tu demandes à une personne de te faire un boulot et qu'au fait, pour la journée, et qu'il ne le fait pas et qu'il part comme ça et que tu lui dis, au fait, non, t'inquiète, demain c'est fait, t'inquiète pas. Mais attends, mais je t'ai demandé aujourd'hui. Mais le problème, c'est que là, il est 17h et que tu ne peux pas retenir quelqu'un ici parce qu'il a une famille, etc. Et le fait de lui dire non, attends, tu pars pas tant que tu l'as pas fait, le mec il va dire ok, si tu me parles comme ça, moi je démissionne. Tu vois, c'est le sang chaud des Algériens et tout. C'est pas des trucs qui se font, quoi. Ouais. Et donc, comment tu gères alors du coup ? Comment tu gères ? Tu laisses passer cette fois-ci, mais en tout cas, juste après, tu t'assois avec la personne, tu lui dis écoute, là ce qui s'est passé, machin, moi je te laisse, machin, mais écoute, la prochaine fois, tu fais attention de ne pas me faire ça. On est d'accord ? En fait, essayer d'avoir une parole, quoi, que ça ne se reproduira pas. Pour ensuite lui dire attends, la dernière fois tu m'as donné ta parole, machin et tout, et maintenant, etc. Et puis après, voilà, faut faire du coaching, en fait, éduquer les gens. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est une erreur que j'ai faite aussi, c'est au tout départ, en fait, les employés, il faut leur donner la couleur, quoi. Il faut leur dire, écoute, faut être intransigeant au début sur les retards de manière et après ils comprennent. Il faut cadrer dès le début. Si on veut la faire, c'est ce que j'ai voulu faire un peu au début, en vrai on est cool, non, il faut juste que le travail soit fait et tout, ça marche pas ça. Ça marche pas, à tous les niveaux, hein. Directeur, machin, non, ça marche pas du tout ça. D'accord. Donc du coup, non, mais ça c'est intéressant que par rapport à ça. Donc tu avais dit sur les trois, il y avait qui sont liés à l'Algérie, tu avais donc la gestion supply chain, donc fournisseur, la RH, ou plutôt le management, parce que tu arrives à recruter des profils
expérimenté ou même diplômé dans ton domaine. C'est plus vraiment du management. Ouais, alors tu arrives à trouver, mais sauf que en fait, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est en fait en majorité quand on recherche quelqu'un avec de façon formelle les sites emploatiques, etc. On arrive au bout d'un moment à raisonner par élimination. Tiens, écoute, il faut bien que je prenne quelqu'un. Là, j'ai 5 profils. Je suis pas tombé amoureux, mais je dois en choisir un. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que quand je vois un bon profil qui passe devant moi, en fait, même si j'ai pas de poste ouvert, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a recruté un ancien directeur commercial de Philips Algérie. Il partait de Philips, on s'est rencontrés. Alors, machin, je viens de quitter, machin, je cherche un boulot et tout. J'avais pas de poste d'ouvert, mais je l'ai pris, quoi. Je l'ai pris parce que c'était une trop belle opportunité pour rater ça, quoi. D'accord. D'accord, c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. Donc ça, c'est les deux premiers, on va dire, difficultés. Les premières. Une troisième liée à l'Algérie. Troisième liée à l'Algérie. Troisième, là, j'en ai pas comme ça. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Mais c'est ça qu'en fait, toi, ce qui ressort, on a discuté un petit peu en off, c'est que non seulement, machallah, Allah yibarak, Allah yizillik, le business prospère, mais toi, tu vois, souvent quand on discute avec des entrepreneurs, moi d'ailleurs par exemple en France, c'est presque plus jamais ça, quoi. Alhamdoulilah, c'est rentable et tout, mais tu n'as pas forcément envie de renouveler l'expérience. Et ça, voilà, t'as pas mal lié par exemple à la lourdeur administrative, à la lourdeur aussi de la fiscalité, ainsi de suite. Toi, on sent que voilà, tu es épanoui, que tu te plais, que c'est largement positif par rapport, surtout en plus, ça contraste avec ce qu'on entend, quoi. Moi, je vois ça en fait comme une compétition entre tous les fabricants ou les fournisseurs d'éclairage où il faut être le meilleur. Et en fait, on a tous les mêmes difficultés administratives. On a tous les mêmes difficultés avec la douane. Et finalement, ça, c'est des opportunités. Parce que c'est des barrières qui vont fermer un peu le marché. Tout à fait. Qui vont faire en sorte que Philips a fermé, en fait. Philips Algérie a fermé à cause de l'importation, etc. Parce qu'ils ont bloqué et tout. Donc moi, c'est une aubaine. Je récupère des gens qualifiés, le marché est plus important, etc. Donc en fait, l'Algérie, elle est là l'opportunité de tous ces problèmes. C'est qu'en fait, c'est un marché qui n'est pas du tout concurrentiel. Et moi qui ai connu les Émirats avec des appels d'offres où on était 67 à soumissionner et que le moins 10 ans est 2 fois moins cher que toi et qui propose un super truc où en fait tu es démoralisé parce que tu cherches la vente. Et ça, c'est pour quelqu'un qui a un peu une âme de commercial, ça brise le moral. Et bien là, ici tu es en position de force. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans les réseaux sociaux. Et là, pour moi, le pic je crois que de cet échange, il y en aura d'autres, mais il est déjà là. Tu vois, c'est de dire, putain, beaucoup ils te disent, oui, mais t'as vu, aux Émirats, c'est simple pour ouvrir une société, ainsi de suite. Ah ouais, non, c'est super simple. Mais toi, le but du jeu, c'est de faire du business. C'est qu'à la fin du mois, il y a de l'argent dans la caisse. Donc, si c'est juste pour ouvrir une société et au youpi, je paye des taxes, c'est pas ça le but du jeu. Bien sûr. Et par opposition, l'Algérie, c'est le contraire. C'est très difficile au niveau administratif. De ce que je vois et de ce que j'entends quand j'échange avec des entrepreneurs comme toi, c'est très compliqué. En plus, je commence à voir aussi que niveau administratif, effectivement, j'ai pu toucher ça du doigt. Mais que derrière, comme tu dis, comme justement, ça fait freiner, voire fuir un grand nombre d'entreprises, derrière, tu as le marché, c'est ce que tu me disais, c'est que limite, tu as plus une problématique d'être capable de répondre à la demande que l'inverse. C'est ça. C'est ça ? C'est ça, exactement. Tu as un marché qui est énorme, c'est l'Algérie quand même, c'est un pays qui est mine de rien très consommateur, et des fournisseurs, tu n'en as pas beaucoup. Et juste un truc qui est vachement, qui démontre vachement ça, nous en général, nos clients, quand ils appellent, la première question qu'ils posent, quand ils cherchent un produit, ils nous disent est-ce que. Alors, il y a un client qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, là aujourd'hui, et qui m'a dit ouais, je cherche 3000 tubes LED, d'accord, les tubes LED d'éclairage et tout. Est-ce que vous en avez 3000 de disponibles?
Et donc, je lui dis, bah oui, ah, génial, d'accord. Comment on fait? Et en fait, il m'a même pas demandé le prix, en fait. Ouais, tu m'as dit ça. Voilà, on n'a même pas demandé le prix, c'était première question, aujourd'hui, c'est ça. ah, aujourd'hui encore. Ouais, D'accord. La c'était première question, aujourd'hui. c'est le stock, quoi, Ouais, la quantité. est-ce que tu as 3000 de disponibles? Je dis oui, j'ai 3000 de disponibles. Et après, je l'ai renvoyé vers le commercial. Mais c'est vachement symptomatique du truc, quoi. C'est que quand tu as la disponibilité, tu es en position de force. La position de force. Voilà. Et le gars va acheter, quel que soit le prix, en quelque sorte. Parce qu'il doit livrer un projet et que comme il ne planifie pas, il en a besoin d'urgence. Et voilà, quoi. C'est un truc nouveau parce que ça veut vraiment dire que, tu vois, et c'est ce que tout le monde doit bien comprendre, c'est que justement, ce que certains, ce que beaucoup pointent du doigt comme une difficulté, un obstacle insurmontable, en réalité, c'est grâce à cette difficulté finalement que le marché est donc énorme et qu'il y ait cette possibilité pour qu'un entrepreneur jeune, dans son expérience, comme ça a été ton cas, puisse se lancer et puisse aujourd'hui voilà, se développer correctement. Et c'est ça le but du jeu à la fin, c'est que ça génère du chiffre d'affaires. Tu vois, j'insiste lourdement parce que c'est vraiment le truc qui revient très souvent. Tu vois. Je suis entrepreneur, j'ai mes boîtes, machin, mais tu vends rien, quoi. Donc, et là, tu payes tes taxes, tu payes tes trucs, machin, j'ai créé ma boîte rapidement, ok, super, tu génères combien au bout de 15 ans, 20 ans, il te reste quoi sur le compte? Non, mais il y a cette espèce de mythe du mot entrepreneur où les gens, ça les fait un peu rêver et tout, mais on s'en fiche, quoi. À la fin, comme tu dis, est-ce que tu génères du chiffre? Quels sont les 3 gros préjugés, 3 mythes que tu entends encore de l'extérieur, encore aujourd'hui, et que tu te dis, mais tu vois, non, ça ne correspond pas à la réalité. Comme moi, en tant que résident, j'entends plein de mythes de l'extérieur, pénurie de lait, toutes ces fake news, tu vois, et que tu arrives sur place, tu te dis, mais je suis où alors en fait, du coup tu vois. Toi, en tant qu'entrepreneur, là, quels sont les 3 préjugés ou les 3 mythes que tu entends encore aujourd'hui et qui sont complètement… En fait, déjà, le plus gros mythe, c'est la fameuse légende des généraux. Celle-là, elle est incroyable. Ah, d'accord. Tout le monde pense que généraux, je ne sais pas quoi, tiennent le pays et que pour faire du business, il faut être connecté à un général. Ah, ça, c'est un truc. Moi, je connais personne, d'accord. Mes parents, mes grands-parents ici, c'était des agriculteurs Chaoui. Mon père, c'est un ouvrier en France. Si je connaissais du monde, il y a bien lurette que j'habiterais pas dans un HLM, que j'aurais pas grandi dans un HLM en France. Donc ça, c'est du mythe. Moi, je connais personne ici. Il n'y a personne qui m'a mis de bâton dans les roues, qui m'a dit faut que tu me donnes un certain nombre de parts de ta boîte ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est une grosse légende. Deuxième mythe, c'est le fameux mythe de la douane. En fait, moi, j'ai eu des problèmes avec la douane. On m'a déjà demandé des pots de vin. Le fait de refuser m'a déjà porté préjudice et tout. Mais au fait, la douane, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, une barrière insurmontable, quoi. Il y a des règles à suivre. Il y a un dossier de dédouanement qui doit bien être préparé. À partir du moment où tout ça est bien fait avec le bon transitaire, je peux conseiller, je peux échanger toute l'expérience que j'ai acquis là-dessus, mais avec le bon transitaire, le bon conseiller, parce qu'on a un conseiller en logistique, etc., il n'y a personne qui va bloquer quoi que ce soit. Un inspecteur des douanes, il doit liquider le dossier en 8 jours ou alors faire un contentieux. Et pour faire un contentieux, il faut qu'il y ait une raison, etc. etc. Ça soit documenté et tout ça. Voilà, il faut juste savoir gérer ça, quoi. Et même quand il met un contentieux, et c'est mon cas actuellement, on peut faire un recours et quand le recours est super bien fait, ça monte très haut et l'inspecteur se fait virer de son poste comme c'est arrivé avec un inspecteur qui nous a mis des bâtons dans les roues. Donc il ne faut pas croire que la douane c'est insurmontable. Il faut juste faire les choses bien. À partir du moment où on fait les choses bien, il n'y a personne qui va vous chercher des poux, que ce soit les douanes, les impôts ou qui que ce soit. Et là, on en a des histoires avec les impôts, on a tout ça. Et je dirais, donc après le mythe de la douane, etc., moi je reviendrai sur la lourdeur administrative. Effectivement, il y a une certaine lourdeur administrative, on n'est pas en France, etc. Qui est lourde aussi. Qui est pour moi plus lourde. Hein. J'ai déjà ouvert une boîte, un truc vite fait en France. Et pour moi, l'expérience a été choquante, quoi. Comment on appelle ça, les cotisations là. L'URSSAF, ouais. L'URSSAF qui sont plus rapides que leur ombre. Dès que tu ouvres le truc, tu reçois les trucs et ils ne te lâchent pas et tout. Bref, ici, je trouve que c'est beaucoup plus cool. Il faut juste être patient et se dire que, OK, pour avoir ma licence, mon registre de commerce, ça va me prendre 2 mois. D'accord ? Et pour finir totalement le cycle de j'ai ma boîte, j'ai mon NIF, c'est-à-dire numéro d'identification fiscale, etc., ça va me prendre, 4 mois.
mais à tout casser. Il faut juste se dire ça, quoi. Après, administrativement, moi je trouve que c'est assez simple de faire ses déclarations d'impôts, de faire des changements et tout. Ça prend plus de temps qu'ailleurs, mais c'est pas compliqué. Et il faut être dans le mindset patient. D'accord. Il ne faut pas se dire que je vais aller aux impôts et je vais régler ça. Non, non. Moi, quand je vais aux impôts, je me dis, bon, alors les impôts, je vais y aller 3 fois pour régler ce truc-là. La première fois, je vais déposer un dossier bidon et on va me dire, il manque ça, il manque ça, il manque ça. La deuxième fois, je vais ramener le vrai dossier, mais il va toujours me manquer un truc que je vais ramener la troisième fois. Et si on part dans le délire de on va régler ça la première fois, on est déçu, on est frustré et machin. Et donc, il faut être patient. Et puis, il faut être en scooter aussi. Il faut être en scooter aussi. Je ne savais pas que tu étais en scooter, mais ce n'était pas le premier entrepreneur, par contre, que je crois que je vois en scooter. Tu es également. Ah ouais, je suis en scooter. D'accord. C'est vital. Alger, je pense. Ouais, Alger, c'est vital. Voilà. Mais gardez bien en tête surtout ce que tu as dit précédemment, c'est que parce qu'il y a cette administration particulière, c'est l'obstacle, la barrière à l'entrée. Si elle n'existait pas, cette barrière, cette administration et ce fonctionnement particulier, eh bien aujourd'hui, très certainement, tous les business seraient déjà en place. C'est ça. Et c'est ça qui fait que tu as des opportunités encore aujourd'hui qui sont accessibles. Et jamais j'aurais cru pouvoir dire ça un jour, enfin pas quand j'étais jeune, mais le fait d'être algérien quand on est en Algérie, mais c'est incroyable. C'est la force. Ah ouais, il faut aussi en parler. Ah non, mais c'est. Tu vas m'en parler en tant qu'entrepreneur, mais juste dans l'immobilier, de se dire t'es algérien, t'achètes, t'es pas algérien, t'achètes pas. Ouais, exactement. T'es pas algérien, t'achètes. Tu te maries avec une algérienne et c'est bon, et les biens seront à son nom. Parce que l'Algérie n'est pas à vendre aux étrangers en fait. Juste ça, c'est une puissance. C'est clair. C'est presque unique au monde. Enfin, il y a certainement des pays c'est très spécial. Le fait d'être algérien, en fait, ça va. Et alors, comment ça peut aider au niveau business? Parce que là, pour les biens et tout, mais pour l'immobilier. Au niveau business, il y a quand même. Les gens ils sont vachement réticents à travailler déjà avec des étrangers, vraiment. Par exemple, quand j'ai un meeting avec Sonatrach dans le désert ou avec l'armée, un Blida ou je sais pas quoi, quand je passe ma carte d'identité à l'entrée, ok, il la note et puis tu rentres normal. Si je sors une carte d'identité française, même une carte d'identité de nos frères marocains, etc., ils vont te faire attends, stop, arrête-toi là, ils te font laisser passer un machin, etc., parce que là c'est un site dangereux. Tu vois, il y a quand même une fraternité déjà entre les Algériens. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de barrière entre le professionnel et le personnel. Donc on est tous frères et donc il y a de la confiance qui se crée. Et donc plus de confiance, ça veut dire un business plus facile. Et l'autre chose aussi qui fait que c'est intéressant pour nous, c'est cette histoire de difficulté à sortir l'argent du pays. Nous, en tant qu'Algériens, en général, je suis algérien, j'ai mis l'argent ici en dinars, machin, je me débrouille après comment je le... Mais ça ne me dérange pas, quoi. L'étranger, ça le dérange un peu d'avoir son argent en devise algérienne qui ne puisse pas être sorti d'Algérie, à part par des circuits informels et tout. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes étrangères qui ne font pas de business en Algérie. Et c'est là où j'allais rebondir justement sur ce que tu m'as dit juste précédemment concernant l'exemple de Philips. Tu me disais que la douane, c'est pas insurmontable finalement quand tu fais des choses qui sont effectivement carrées. Et donc du coup, pourquoi tu as ces sociétés qui peuvent être bardées d'avocats, de juristes, ainsi de suite. Ça les fait reculer. Et une des raisons, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. En fait, ils aimeraient bien. Alors Philips, ou alors toutes les boîtes étrangères, pour ne pas citer Philips, mais ils vont avoir des bureaux locaux avec un montage financier pour qu'ils puissent payer des prestations de vente à cette boîte ici, de manière à ce que l'argent soit payé par leurs clients directement à l'étranger. C'est tout un pataquès au fait. Et au bout d'un moment, ça les gave. Ça les gave parce que c'est trop compliqué. Et puis des fois, ils ont des montants qui sont bloqués ici, qu'ils n'arrivent pas à rapatrier. Et en fait, ils disent l'Algérie, c'est trop compliqué, quoi. Donc, on va plus investir au Maroc, où là-bas, on va pouvoir sortir des usines, faire de l'argent, sortir tout cet argent du pays. Et voilà. Sauf que l'Algérie, le modèle économique, c'est pas celui-là. Donc voilà. Donc après. Je veux comprendre qu'au Maroc, je crois que c'était le Maroc, que tu peux pas en fait sortir la totalité. Il y a un pourcentage qui doit rester. D'accord, c'est possible. Mais c'est un pourcentage, je ne me souviens plus, c'était un entrepreneur qui m'avait dit, je crois que c'était 25%. Mais je ne suis pas sûr à 100%, c'était un truc comme ça. De quoi payer les salaires peut-être. Il y a une partie. Mais c'est le modèle algérien et ce modèle fermé, en fait, il est vachement bénéfique pour les Algériens.
qui veulent entreprendre c'est ici. ça. Ouais. C'est pour ça que, en fait, c'est un Eldorado pour, par exemple, notamment la diaspora algérienne qui a des diplômes, qui a acquis une expérience à l'étranger. Alors si en plus de ça, tu ajoutes cette politique d'incitation avec des financements on va en parler, j'ai envie de dire, il y a un peu tous les ingrédients pour se lancer, quoi. Justement, ma question, c'est, bonne transition, est-ce que on parle d'une évolution ou révolution depuis à peu près depuis le Hirak, depuis les mouvements positifs, avec une incitation à la production, et voilà. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, ce changement, cette évolution-là, depuis 2019? Ah oui. J'ai ressenti sur 2 volets. Le premier volet, c'est ce que tu viens de dire, donc là, tout ce qui est priorité à la production nationale. Alors concrètement, un exemple sur les appels d'offres de sociétés publiques. Nous, en tant que producteurs algériens, on a un avantage de 25% en fait préférentiel. Donc si en fait notre prix va être diminué de 25% pour le comparer aux autres. D'accord? Donc si je mets un prix à 100 et que tous mes concurrents mettent un prix à 100, le mien va être considéré comme si c'était 75. Donc je vais être le moins cher. Donc ça, c'est sur tous les Sonatrach, l'armée, les quoi que ce soit. D'accord. Il y a une préférence nationale. Donc ça, c'est pour favoriser la production nationale. Et le deuxième volet, et je pense qu'il est plus important encore, c'est le fait que réellement, il y a eu un vrai changement en termes de transparence, d'accord, dans les marchés, en termes de surveillance aussi des agents publics, des évaluations d'appels d'offres. Il y a moins de trucage qu'avant. Et en fait, les gens ont très peur maintenant. Enfin, les décisionnaires ont très peur. Pour ceux qui n'étaient pas honnêtes, ils ont très peur parce que maintenant, c'est pas la fête. Des têtes qui sont tombées. Et c'est vrai qu'à ma très grande surprise, par exemple, je t'en avais parlé la dernière fois, je voulais payer ma facture d'Internet, donc Algérie Télécom, sur leur site web. Et là, je vois appel d'offres. Je vois appel d'offres. Un enchaînement d'appels d'offres. Et je ne sais plus quel autre site aussi je suis tombé. Alors, je ne me rappelle plus c'est quel site. Et pareil, boum, un enchaînement. Ah oui, je crois que c'était les métros. Je voulais me renseigner, je voulais avoir des infos sur le métro d'Alger. Pareil, tu vas sur le site et là, il te montre voilà, les appels d'offres qu'on a proposés, machin, annulation, avis, tout. Hyper transparent. Surprenant. Même les décisions. Avec tout le détail, toutes les infos, tous les appels d'offres qui sont ouvertes, ceux qui veulent postuler. Pas mal de gens qui sont partis en prison aussi sur des affaires de corruption et tout. C'est devenu très sensible maintenant. À la bonne heure. Et donc toi, tu l'as ressenti, on le voit de toute façon dans les magasins quand il y a beaucoup plus de produits locaux fabriqués sur place. Ça fait super plaisir d'acheter du Made in algérien. Et bon. Et bon en plus. Et bon. J'ai découvert plein de trucs. Là, d'ailleurs, c'est le salon des producteurs en ce moment. Non, c'est clair. C'est fou. Et c'est pour ça qu'il y en a qui critiquent beaucoup, cette politique de la fin de l'importation à tout va. Mais ça a fait du bien au pays. Bah oui, ça fait énormément de bien. Ne serait-ce que en fait, c'est quelque chose de très sensible. Et ça aussi, c'est important en tant qu'Algérien de comprendre pourquoi c'est comme ça et ne pas réfléchir en se disant ouais, mais attends, si c'est comme ça, voilà, on va plus pouvoir manger de Nutella et de machin, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à faire du Nutella? Moi, si ça tenait qu'à moi, même la banane, je ne la ferais pas rentrer. Parce que qu'est-ce qu'on dépense nos devises, nos réserves de cash dans des bananes? On est en Algérie. Depuis quand on mange des bananes en Algérie, tu vois? À titre d'exemple. Hein. Mais on est en train de gaspiller nos réserves de cash. Ou éventuellement du troc. Ouais, ou du troc, ouais. Mais les réserves de cash, c'est lié à notre souveraineté. C'est-à-dire que le jour où on n'aura plus de réserves de cash, parce qu'on aura trop acheté de produits importés, eh ben, on sera obligé d'aller voir le FMI pour acheter notre blé, pour acheter notre lait, notre poudre de lait, en disant on n'a plus d'argent pour acheter du lait, est-ce que vous pouvez nous prêter? Ah oui, ben, je vais vous prêter, par contre vous mettez une base américaine là et machin et je sais pas quoi. Donc pour moi c'est vachement important. Et c'est pour ça qu'après, bon, c'est le rôle de chacun de se forcer à consommer le local et aussi d'éduquer ses enfants en fait à acheter le local. Quoi. Ça malheureusement il y a un complexe avec ça ici. Sur les produits locaux. Ah oui, il y a un complexe. C'est fou, même si je le vois sur les réseaux. On m'explique que moi j'achète du camembert Tasli, j'achète, tu vois, et on me dit chocolat Moment, ainsi de suite, qu'on m'a recommandé d'ailleurs. J'ai trouvé que
Excellent. Bah oui, il y a la mayonnaise Le Sueur qui est fabriquée ici aussi. Ah, ça, je savais pas. J'ai Ouais, vu c'est le vrai. Sueur, j'ai pas acheté. Non, mais c'est algérien. C'est fabriqué Le ici. Sueur, D'accord. algérien. Et on t'explique que non, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon parce qu'en Algérie, ils mettent pas les mêmes. C'est comme l'histoire du Doliprane de France et du Doliprane d'Algérie, quoi. D'accord. Ouais, je voudrais du Ah oui, j'ai Doliprane de entendu France parler. parce qu'il est meilleur et machin et je sais pas quoi. C'est du paracétamol, les process de fabrication. Sanofi, ils le produisent ici. Ils ont une usine ici, donc non, il y a une espèce de psychose. L'Algérien, il est très. Pareil pour le mobilier. Pareil pour le mobilier. Moi, j'ai meublé la maison avec des choses fabriquées sur place. Mais bah oui. Le rapporteur, c'est nickel. Bien sûr. Content et tout. Ouais, bon. Alors, j'ai une avant-dernière question. Ouais. Tu as dû voir passer des entrepreneurs franco-algériens qui n'ont pas malheureusement eu la même réussite que toi. Si tu devais cibler quelques erreurs qui reviennent souvent et bah, bon, il y a ceux pour qui ça marche pas malheureusement, mais ça n'aurait pas marché n'importe où dans le monde. Voilà, et tu en as beaucoup. Un exemple, je vais t'ouvrir une boulangerie avec des super pâtisseries et tout, et de la super boulangerie dans un quartier populaire où je vais vendre des croissants à 150 dinars. Là, ça ne marchera pas. Donc n'importe où dans le monde, ça n'aurait pas marché. Et après, il y a ceux qui sont plantés, en gros, parce qu'ils ont mal, comment dire, pour moi, la majorité a mal abordé l'Algérie. Il y a beaucoup de franco-algériens qui arrivent en Algérie en se disant, moi je viens de France, je sais, j'ai l'expérience, machin, et puis le jour où ça ne marche pas, bah, c'est eux qui n'ont rien compris, quoi. Non, calmos. Calmos, c'est toi qui viens de l'étranger, dans un pays que tu ne connais pas professionnellement, même si on a tous été en vacances en Algérie, qu'on parle algérien avec les parents et blablabla, et je ne sais pas quoi. Quand il s'agit de travail, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc il faut comprendre le modèle économique de l'Algérie, il faut arriver à se positionner avec ton produit, cibler des gens et aussi bien gérer le relationnel et ne pas imposer aux gens de faire du business comme on le faisait en France ou ailleurs. Ça ne marche pas. Il faut s'adapter, il faut comprendre l'environnement. Et il faut pas se faire avoir aussi, quoi. Faut pas rentrer dans l'émotionnel en se disant ah ouais, on est en Algérie, c'est des Algériens, donc les modalités de paiement c'est pas grave et tout. Non. Voilà, exactement. Ça n'existe pas. Il faut être vachement strict, il faut bien organiser. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une façon de travailler plutôt occidentale, d'accord, avec une communication locale. Voilà. Et c'est pour ça que c'est encore important d'être bien entouré. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui est vachement important aussi, c'est de comprendre les codes. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, et je pense que c'est la plus grosse valeur ajoutée que j'ai ramenée avec moi, c'est d'être parfaitement arabophone dans la mesure où quand je parle aux gens, ils ne savent pas que je viens de France. Et donc, j'arrive à me fondre assez rapidement au début sur les premiers contacts, etc. etc. Après, quand ils comprennent que je viens de France… Ils le comprennent toujours maintenant? Même maintenant? Bah, quand je leur dis, en fait, ils sont choqués. Alors, il y a même des scènes qui sont assez marrantes, ça va t'arriver, c'est sûr. Alors, tu parles arabe avec des gens dans une réunion et tu en as un, comme ça, il veut montrer qu'il est éduqué, donc il va parler français. Et toi, tu ne veux pas parler français parce que tout le monde parle arabe et tout. Et au bout d'un moment, il te cherche. Et tu commences à te mettre à parler français avec lui, mais quand il entend ton accent, en fait, tu l'as tellement calmé qu'il se remet à l'arabe de lui-même, tu vois. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et là, tu es vachement respecté. Je veux dire qu'en gros, la langue française est encore la langue du dominateur ou… Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Et donc, ça te met dans une position de force où en fait, tu es vachement respecté parce que les gens te respectent par ta personnalité. Ils se disent, attends, lui, il parle parfaitement français, mais il ne voulait pas parler français. Ça raconte pas, quoi. Voilà, donc, ouais, c'est ça. Mais bon, pour revenir au truc, c'est qu'il faut aborder ça de façon très algérienne, c'est-à-dire il y a certains codes, il y a certains trucs qui ne se font pas et tout, et il ne faut pas se planter parce que ça nuit à la relation et donc au business, quoi. Et arriver avec un état d'esprit un peu, tu vois, énervé, ouais, non, il devait venir à 9h30, là il est 10h30, toujours pas là, allô monsieur, oui, non, finalement, moi je peux pas vous attendre, machin, non, doucement. Moi j'ai appris à dire aux gens, ok, tu veux qu'on se voit, ok, passe mardi matin quand tu veux, tu vois, ou passe mardi quand tu veux.
Et des fois, tu as deux personnes qui sont là pour un rendez-vous, attends, sbar trekha et tout, après l'autre, enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Et tu diras à quelqu'un, envoyer une invitation à Outlook pour lui dire à 9h45 jusqu'à 10h15, ça marche pas. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter et alors là je parle pas pour, j'ai pas suffisamment de recul en Algérie, mais de par mes autres expériences précédentes à l'étranger, c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette logique-là et je pense que ça sera pareil ici en Algérie, même si je suis franco-algérien, c'est observer, prendre le temps et arriver avec un état d'esprit où faut pas que tu te dises, comme tu disais, ça y est, je suis en place, c'est chez moi, je connais tout. Ouais. Ça, c'est super important. Tu es là, tu observes, tu comprends le fonctionnement, ainsi de suite. Et si tu fais même des petites choses, même si tu te trompes sur des petits éléments, ça va. Tu t'en tires des leçons et tout. Mais je pense que ça c'est vrai partout en fait. Et il faut l'appliquer également en Algérie pour nous franco-algériens, c'est de se mettre un moment dans des chaussures d'étrangers. Je suis là pour apprendre et comprendre leur fonctionnement. Alors il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut être sûr de soi. C'est-à-dire ne pas se dire non plus, attends, je vais voir comment ça se passe et par rapport à ça, il faut vraiment montrer aux gens que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas et tu es imperturbable, tu vois. Parce que quand on va déceler, et c'est un peu aussi la culture du business ici, quand les gens vont déceler une petite faille que tu n'es pas sûr de toi, ils vont s'engouffrer à 100%. Ah, tu n'es pas sûr de toi, ok, viens, moi je vais te montrer. Tu vois. Un peu comme sur la route. C'est ça. Dès qu'il y a un espace, c'est là où… Bam, exactement. C'est ça le code de la route. Et donc, il faut être sûr de soi. Moi, je travaille comme ça. Par exemple, nous, quand on a commencé, on avait des modalités de paiement qui sont tu me payes cash à la livraison. Ouais, mais attendez, d'habitude, on paye 30 jours. Non, écoute, moi, tu me payes cash à la livraison. Je ne sais pas comment tu as travaillé avec les autres, mais moi, c'est comme ça. Au début, ils essaient de résister et quand ils voient que tu es droit dans tes bottes, eh ben, crois-moi qu'au bout de 4-5 mois, ils l'ont tous accepté et sans que tu leur rappelles, ils préparent le chèque quand tu les livres. Tu vois. Donc ça, c'est important. Quoi. Dans ton cas, tu m'avais dit qu'à un moment, forcément, comme tout entrepreneur, tu es passé par la zone rouge. Ouais. C'était très tendu. Zone noire. Tu étais sur un fil. Ouais. Pourquoi et comment tu as rebondi ? On s'en est sorti. Alors, pourquoi erreur de jeunesse, une mauvaise gestion de trésorerie, parce que effectivement, moi, c'est ma première expérience d'entrepreneur, de chef d'entreprise, machin. Donc, en fait, j'avais pas assez l'expérience de la gestion de trésorerie, d'accord. Donc classique, ça. Voilà. Donc, mauvaise gestion de trésorerie avec plein d'ambitions, machin. Vas-y, on va commander de la matière première, on va fabriquer, on va prendre tout le marché et tout. Et au final, il suffit qu'il y ait un petit décalage sur une vente importante ou un truc comme ça pour que tu aies des containers qui soient bloqués. Pour que tu aies des containers qui soient bloqués. Il suffit d'un petit détail pour que tu aies des containers qui soient bloqués et que tu payes, tu vas payer des surestaries qui montent tous les jours et qu'au final, tu n'arrives pas à les payer et tu attends que les ventes se fassent et du coup, tu as 4-5 mois, on veut mettre ton container aux enchères. Non, attendez, il me sert, machin et tout. Donc, tu commences à te battre. J'ai passé, je pense que c'était une période qui a duré 5-6 mois. La première année, deuxième année ? Non, c'était je pense que c'était la 3e année. Il me semble que c'était l'année Covid, je crois, 2020. Ouais, en plus, tu as eu rapidement le Covid dès la 3e année. Quoi. Ouais, alors que le Covid, c'est une bonne période pour nous parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'importations, que les prix du transport avaient augmenté. Ouais, mais tu importes quand même de la marchandise. Ouais, c'est ça. Ouais. On importait quand même. Pendant la période du Covid, ça va, ça arrivait ça arrivait ? Bah ouais, sauf que le problème, c'était nous, c'était la gestion de trésorerie où il y a un moment, comme je te disais, moi je me disais, on était dans un mois de mai, un truc comme ça, je me disais, mais là, si on ne fait pas des super ventes en juin, juillet, il y a moyen qu'en septembre, octobre, on ne soit plus là, quoi. Et donc, tu stresses et après, tu as des événements, et c'est ça un peu la magie, quoi. C'est que tu as des événements qui te débloquent un truc comme ça, mais hyper rapidement. Inattendu. Et là, en l'occurrence, l'événement, et c'est pour ça que c'est important
de réfléchir à trouver des solutions et réfléchir, comme disent les anglophones, out of the box, quoi. Et de se dire, attends, je sors un peu de tout ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des fonds. En fait, il me faut de l'argent pour sortir des containers. Alors, on a négocié avec notre banque pour qu'ils nous sortent nos containers, c'est-à-dire qu'ils nous donnent les documents de dédouanement, parce que c'est ce qu'on devait payer au fait pour sortir les containers, et qu'on s'engageait à les payer un peu plus tard, d'accord, à payer les documents un peu plus tard. Donc là, hop, on enclenche le dédouanement, et ensuite, comme il faut de l'argent pour payer par la suite et aussi dédouaner, eh ben, j'ai commencé à parler à tout mon réseau en leur disant, voilà, moi je cherche des investisseurs qui vont investir sur de la matière première, d'accord. Donc cette matière première, c'est que ces gens-là vont ramener des fonds, ces fonds vont permettre de financer cette matière première et il y aura un partage avec un certain ratio des bénéfices sur la vente de ces trucs-là. Et comme on faisait une marge qui était vraiment importante, en fait, c'était vachement intéressant pour des investisseurs. Donc on a eu, mais complètement par hasard, un ami qui m'a dit, bah tiens, moi ça m'intéresse, justement, j'avais de l'argent en plus et puis je voulais l'investir. Je lui ai dit, bah écoute, là tu as une opération qui va durer peut-être 6-7 mois sur laquelle tu vas faire tant. Et puis, plutôt que de laisser toi. Et il m'a dit, ok, bah moi ça me va. Et donc, on a eu cet argent qui est arrivé d'un coup. Et on a tout sorti, tout machin, vendu. Il s'est fait son argent, il était content et tout. Et puis, on a eu une autre situation un peu similaire. Et maintenant, aujourd'hui, ce genre de situation ne me fait plus peur, quoi. Ouais. Et je les gère, mais tranquillement, quoi. Ouais. Donc ça, c'est des situations qui sont très compliquées, qui auraient pu me faire fermer une boîte. Mais après, il faut savoir en fait rebondir. Il faut savoir que le marché algérien, il y a énormément de cash qui se balade et il faut réussir à le capter d'une façon ou d'une autre, quoi. D'accord. Dernière question. 3 conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer en Algérie? Ouais. Alors, s'ils sont, comme je disais tout à l'heure, s'ils sont très très motivés, c'est de planifier en fait leur lancement en Algérie. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que venir s'installer ici en fait. Moi, mon plan initial, c'était de venir en Algérie, de rien faire pendant 1 an en fait, vivre avec mes fonds. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher l'Algérie. Ouais. Donc vivre peut-être que donner un chiffre, ça peut être intéressant. Moi, je dirais que si on serre la ceinture, avec 400 €, entre 400 et 600 € par mois, on peut vivre en Algérie qu'une famille. En se serrant la ceinture, hein. C'est-à-dire on va prendre un appart, ça va être un F3, dans peut-être pas le meilleur quartier, en consommant local, machin, donc c'est pas mal. Donc, bah après, ça dépend de la motivation. Donc, être motivé, débarquer en se disant ok, je vais m'installer là-bas, ça c'est sûr. Et se laisser une période de transition où je vais prendre mon temps, je vais observer ce qui se passe, je vais poser des questions, je vais m'informer et tout. Et avant de lancer mon truc, bien conseiller, etc., etc. Il y a pas mal de gens maintenant qui ont acquis une expérience et qui peuvent facilement donner des conseils ou coacher. Il y a même des associations qui ont été lancées un peu de franco-algériens pour essayer de s'entraider, de se conseiller et tout. Et à partir de là, en fait, préparer un peu, affiner un peu son idée de business et ensuite se lancer avec beaucoup plus d'assurance, quoi. Mais clairement, le deuxième conseil, je dirais, c'est plutôt quelque chose à ne pas faire, c'est croire qu'on va développer un business en Algérie depuis l'étranger et que quand ça va mûrir, je vais aller en Algérie. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Ça marchera jamais. Même en étant là, c'est compliqué, quoi. Donc, presque partout dans le monde. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est un réflexe que beaucoup. Ne pas prendre de risques, il faut être déterminé, quoi. Deuxième conseil. Alors ça, ouais. Un deuxième conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer de toute façon, hein, de se dire qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et en fait, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent très bien les différents marchés dans lesquels on veut se lancer. Donc, arriver à se faire une équipe de personnes qui connaissent très bien le marché. Et du coup, on ne devient plus l'interface avec le marché, en fait. On laisse les gens qui ont l'habitude de s'interfacer avec le marché. Et nous, on reste plus dans un poste de décisionnaire et tout. Et il ne faut pas vouloir tout faire. Voilà. C'est une grande erreur chez moi, qui a accompagné pas mal aussi de gens. C'est, tu vois, quand tu leur parles d'accompagnement ensuite, qui n'est pas forcément l'accompagnement d'un coach, hein, ça peut être aussi en s'associant, en ayant des partenaires où c'est du win-win, mais tu veux rester seul dans ta boîte et qu'à côté, en face, c'est quelqu'un, c'est du donnant-donnant, du win-win dans un partenariat.
c'est un discours qui est difficilement audible pour beaucoup de gens d'entre nous, ayant une logique partant entre guillemets, tu vois, de banlieue, ainsi de suite, où il faut savoir un petit peu le système D, quoi, la débrouille. On reste encore dans cette logique de débrouille tout le temps. Alors qu'en fait, la débrouille, c'est du bricolage que tu fais au début. Après, quand tu décolles, tu n'es plus dans du bricolage. Tu vois, tu t'entoures, tu prends les bonnes personnes, comme tu as dit, tu payes même un peu plus pour attirer les meilleurs gens, les meilleurs éléments. Et ça, c'est l'étape suivante, tu vois, le déclic qui ne se fait pas très souvent. On reste toujours dans une logique de bricolage. Je vais tout faire moi-même, t'inquiète, je vais regarder 2-3 trucs et je vais discuter avec 2-3 personnes et c'est bon, je vais tout faire tout seul. Non, c'est compliqué de toute façon. Il faut bien savoir staffer pour se développer. Et comme tu as dit, effectivement, la première phase, ça va être cette fameuse phase de bricolage où dans mon cas, j'ai pris ma voiture et j'ai fait peut-être 30 000 km je sais pas, en 6 mois pour voir les distributeurs, pour comprendre le marché, comprendre le machin. Et voilà quoi. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, moi je dirais ne jamais baisser la garde. Dans le sens où il ne faut pas croire, comme je disais tout à l'heure, qu'on est en Algérie, qu'on est tous des frères, qu'on est tous gentils, que tout va bien, que non, tu me payeras plus tard et tout. Non. Il faut être vachement strict là-dessus. Les expériences que j'ai vues passer, moi, il y a pas mal de personnes qui au fait, faisaient un peu trop confiance. Et le problème, c'est que c'est humain, c'est que quand une personne n'a peut-être pas une mauvaise intention, mais quand on va lui, je vais te livrer 10 millions de dinars de marchandises, ce qui correspond à peu près à 50 000 euros, et je vais te dire, ouais, tu peux me payer à 30 jours, c'est pas grave, t'inquiète pas et tout, bah, la personne a peut-être l'intention de payer, sauf qu'au bout de 30 jours, elle a les impôts qui doit le machin, et lui machin, donc il te fait passer tout à la fin. Et bah là, tu te retrouves sur des galères de trésorerie peut-être au bout de 2, 3, 4 mois parce qu'il t'a toujours pas payé ou il te paye au compte-gouttes. Alors qu'il n'avait pas une mauvaise intention forcément. Exactement. Et que parfois, il était même capable de te payer. Quoi. Au début, Donc je dirais qu'il faut être assez strict sur ces trucs-là. Il y a des j'aime bien nos amis les Mozabites de Raldaya qui sont des fins commerciaux. Ouais, très connus pour ça. Ouais, alors eux, ils ont un principe, c'est la modalité de paiement. C'est je te pose la marchandise, tu me payes. Et inversement, tu me poses la marchandise, je te paye. Tu ne sors pas de mon hanout tant que je ne t'ai pas payé. Et en fait, ça s'applique à eux-mêmes. Ouais. Et cette règle-là, je trouve qu'ils sont vachement smart parce qu'ils sont même connus aujourd'hui quand on a affaire à un Mozabite, on sait qu'on va payer comptant. En fait, on négocie même pas avec lui. Bah, tu vois, l'exemple que je te parlais du tapis tout à l'heure et tout, c'était avec un Mozabite. Ouais, voilà.